suis ici à titre de chercheur et d'ancien recteur. J'ai joué dans ma vie les deux rôles. Et je vais commencer d'abord comme chercheur. J'ai été professeur d'université pendant une vingtaine d'années. Et puis, ce qui caractérise mes travaux, ça a été mon expérience sur le terrain. Pendant plus de 2 décennies, je me suis déplacé au Québec pour mener des enquêtes dans différents milieux de travail, autant dans le secteur privé que le secteur public, dans l'industrie manufacturière, dans l'industrie des services. J'ai fait des entrevues, des interventions auprès des travailleurs manuels, des cols blancs, des cadres, des représentants syndicaux. Et dans mes recherches, j'ai toujours cherché à comprendre toutes les perspectives possibles sur mon objet de recherche. Je pense à différents aspects liés au travail, tels que l'innovation, l'organisation du travail, la confiance en milieu de travail, la détresse psychologique et bien d'autres sujets encore. Je m'adresse aussi à vous en tant que dirigeant d'une organisation. Enfin, ancien dirigeant, j'ai quitté l'université, ça fait maintenant 5 ans. Je pensais que j'étais rouillé, mais ça revient vite. Je ne pense pas que 5 ans, c'est suffisant pour montrer que je suis déphasé par rapport à la réalité des organisations. J'ai été effectivement recteur d'une université comptant plus de 800 employés de diverses catégories et j'ai donc fait face à la complexité d'une organisation avec de multiples facettes. L'université, c'est un milieu avec de merveilleux paradoxes. Les enseignants, les chercheurs, grâce à leur recherche et à leur création, sont des agents du changement à bien des égards. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'introduire des innovations dans leur milieu, on peut rencontrer une résistance plutôt ferme. La reconnaissance de la contribution à l'avancement des connaissances et à l'enseignement est fortement hiérarchisée en fonction du statut professionnel allant de la plus grande à la plus petite importance. Il en découle inévitablement des tensions et une culture de différence et une culture très différente d'un groupe à l'autre. Toutefois, il est crucial de garantir l'égalité de traitement en matière de santé et de sécurité du travail, et j'ai dû intervenir lorsque des problèmes de santé psychologique ont surgi. Et face à la complexité et à l'ampleur du phénomène des risques psychosociaux, que Alain nous a très bien expliqué avant moi, et face à la détresse psychologique ressentie par le personnel et les cadres, on peut se sentir dépassé. Il a fallu du temps pour que les troubles psychosociaux soient reconnus comme une maladie professionnelle. Les organismes de réglementation, les employeurs ont longtemps nié l'impact potentiel du milieu de travail et des conditions de travail sur ces difficultés. Même les personnes touchées par ce mal-être ont parfois de la difficulté à déterminer la cause profonde. Cette détresse se manifeste souvent par des absences prolongées, des consultations individuelles auprès d'une ressource médicale ou encore en psychothérapie. Les personnes concernées envisagent ensuite un retour à leur emploi, ce qui représente pour elles un retour à la routine quotidienne, comme si rien n'était arrivé et qu'il fallait rien changer. La recherche sur les risques psychosociaux existe depuis plus de 40 ans. Il fut un temps où on négligeait complètement l'environnement du travail en tant que cause potentielle de la détresse. Cependant, grâce aux avancées de la recherche, de la science, nous comprenons maintenant comment le travail peut contribuer aux problèmes de santé psychologique et de santé mentale. De plus, il est clair que seules des mesures spécifiques, conscientes et volontaires peuvent remédier efficacement au malaise professionnel. Le hasard ne joue aucun rôle. Je pense ici aux travaux précurseurs de Michel Vizina au Québec et à ceux de Karasek sur la contrainte de travail que Alain nous a présenté, sur la demande, contrôle et soutien, puis les travaux de Sigris sur le modèle de déséquilibre entre l'effort demandé et la récompense. Ça fait longtemps qu'on sait ça, je dis une quarantaine d'années, mais ça fait au moins 50 ans, sinon plus. Les organisations, en commençant par les dirigeants, les cadres, les employés et les syndicats, doivent prioriser ces interventions et travailler ensemble. Le message semble être à caractère politique, quand je dis qu'il faut travailler ensemble, mais la coopération donne davantage de résultats que la compétition ou le conflit. Toute organisation comporte des enjeux qui nécessitent des accords entre les parties et la santé psychologique constitue justement l'un de ces enjeux. Les informations que nous possédons proviennent de recherches sur le terrain ou d'analyses de données secondaires sur les taux d'absentéisme et les facteurs sous-jacents. Pour mieux comprendre les risques chimiques ou les risques biologiques liés à la santé au travail, les études en laboratoire s'avèrent incontournables.
Mais en ce qui concerne les risques psychosociaux, on doit mener des études sur le terrain. C'est seulement dans ces circonstances-là qu'on peut observer les conséquences de telles situations. La recherche sur le terrain est ardue. Il faut savoir convaincre, persuader et prouver l'utilité des résultats de la recherche scientifique. De nombreuses organisations sont réfractaires à l'idée de s'ouvrir, craignant de se montrer vulnérables. Elles doivent consacrer beaucoup de temps à la recherche, alors que leurs employés font face à des exigences de production souvent élevées. Le temps, c'est une ressource incompressible et précieux, chaque minute compte. Lorsqu'une équipe de recherche demande une plus grande accessibilité, elle peut se heurter à l'indifférence, à une résistance ou pire encore, à des convictions profondes ou à des valeurs divergentes. J'ai déjà entendu un dirigeant me dire que la recherche ne peut se faire qu'au sein des grandes organisations, car elles ont le temps et les ressources nécessaires pour la recherche, ce que les plus petites organisations n'ont pas. Or, nous avons besoin de recherche dans toutes sortes d'organisations, que ce soit les grandes ou les petites, le secteur des publics ou privés, les entreprises manufacturières ou les organisations de services. Les problèmes de santé psychologique affectent tous les types d'entreprises. En invitant des chercheurs dans votre milieu, vous acceptez de recevoir de l'aide. Ça peut entraîner des coûts en termes de temps et de ressources, mais pour compenser ces effets, il existe une monnaie d'échange équitable. Les résultats de la recherche scientifique peuvent être utilisés pour développer des interventions dans les organisations, ce qui permet de maximiser l'impact positif dans vos efforts de recherche. Il existe toujours une contrepartie, communément désignée sous le nom de livrable. Quand on fait de la recherche sur le terrain, on se présente, on dit c'est quoi le livrable? Vous avez la possibilité d'exiger que le chercheur présente les résultats de ses travaux lors d'une conférence destinée aux responsables et aux cadres. J'ai déjà présenté des résultats préliminaires d'une étude devant l'ensemble du personnel sans que les dirigeants en aient eu connaissance auparavant. Ils ont découvert les résultats en même temps que tout le monde. Cependant, il est crucial de respecter les cadres méthodologiques, éthiques, épistémologiques et théoriques définis dans le devis de recherche. Une fois, j'ai voulu présenter un rapport, puis on me dit dans une organisation que je n'aimerais pas, on ne veut pas de théorie, on ne veut pas de méthodologie, on veut juste les résultats. Je présente un rapport descriptif, puis on me dit « Ouais, c'est bon, mais on n'apprend pas grand-chose. » J'ai dit « Non, je n'ai pas de théorie, puis je n'ai pas de métaux. La théorie, c'est mon angle d'attaque, c'est comme ça que j'interprète les données. Puis la méthode, mais je vous dis comment j'ai obtenu ces résultats-là. Donc, si vous voulez un rapport, que je vous dise ce qu'il y en est, laissez-moi travailler avec les outils dont je dispose. » Et j'ai refait le rapport, cette fois-ci, avec mes outils analytiques et le rapport a mieux passé. En fait, la théorie, ce n'est pas juste un ajout qu'on met dans un texte scientifique pour se rendre intéressant. Ça a vraiment une utilité. C'est celle d'analyser les informations puis de nous permettre d'interpréter ces données-là. Une recherche en soi ne permet pas d'avoir le portrait complet de la situation de votre organisation. La recherche scientifique divise la réalité en une multitude de variables, chacune reflétant une fraction infime de la vie au sein des organisations. Ce qu'Alain nous a présenté, c'est 40 ans de recherche. Donc, c'est plusieurs recherches et non pas une seule recherche. Lorsqu'on mène une étude, on se concentre sur une question ou un aspect particulier et on creuse en profondeur. Ça peut être un processus long et difficile, mais le résultat est plus précis. Il peut s'agir d'une recherche sur une cause ou un effet, sur la prévention primaire, la prévention secondaire, sur la réadaptation ou le retour au travail. Plusieurs recherches sont nécessaires pour brosser un portrait qui permette des interventions ciblées. Il n'est pas surprenant que l'importance accordée aux facteurs psychosociaux dans l'analyse des risques professionnels soit relativement récente. Mais on peut affirmer avec certitude que la refonte de la loi sur la santé et la sécurité du travail, promulguée en 2021, vient sans doute changer l'enjeu. La loi reconnaît en effet que les employés ont droit à des conditions de travail qui respectent l'intégrité physique et psychique, c'est le terme utilisé par le législateur, qui doivent avoir accès à des informations, des conseils et une formation appropriée à leurs conditions. L'employeur n'est pas en reste car il a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité psychique des employés. Il a aussi droit à des services de formation et de conseil dans ce domaine. D'autant plus que les milieux de travail doivent également réagir face aux nouvelles manifestations de la santé psychologique, y compris la violence conjugale,
la violence familiale, la violence à caractère sexuel. Pour cela, il est essentiel que les employés et employeurs aient accès à des informations et des connaissances fiables et appuyées par la science. Cette inquiétude est d'abord alimentée par des données sur les taux d'absentéisme, les statistiques sur les diagnostics potentiels et les enquêtes annuelles qui sont plutôt préoccupantes. Alain nous a encore une fois illustré ce qu'il en était maintenant avec la détresse, la dépression et les risques psychosociaux. Elle découle également de nos connaissances croissantes sur les méthodes d'intervention, les facteurs sous-jacents et les conséquences des conditions de travail, de l'organisation du travail et des relations entre les individus. Il est également essentiel de souligner l'approche multidisciplinaire et pluridisciplinaire dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, en particulier dans l'analyse des risques psychosociaux. Les connaissances actuelles sur les risques psychosociaux sont principalement le fruit de 4 décennies de recherche multidisciplinaires en sciences humaines et sociales, en sciences de la santé et en sciences naturelles. Ces recherches ont permis de mettre en évidence les causes et les conséquences individuelles, et je pense que c'était la tendance dominante pendant plusieurs années. Cependant, on a récemment constaté l'émergence de facteurs collectifs ou organisationnels grâce à des interventions visant à comprendre le rôle des organisations dans l'approfondissement des connaissances sur les RPS. Ces facteurs étaient connus depuis bien longtemps, bien que leur prise en compte ait été tardive. Les correctifs étaient longtemps l'apanage de sciences biomédicales ou de la psychologie du travail. Quand on a une réponse à un problème, on a tendance à ne pas regarder d'autres solutions. Les sciences humaines et sociales, en particulier les sciences économiques, la sociologie, l'anthropologie, peuvent pourtant apporter une contribution significative en examinant les coûts pour l'individu, l'organisation ou la société dans son ensemble, et en analysant la structure du travail et en étudiant les cultures propres au groupe de travail. Pour toute personne ayant une bonne idée pour atténuer, réduire ou éliminer les effets des risques psychosociaux, dites-vous qu'il y en a au moins 2 autres qui pensent le contraire. C'est à ce stade que je souhaite m'exprimer en tant que dirigeant ou ex-dirigeant d'une entreprise. En tant que recteur, lorsque j'ai voulu que notre organisation déploie un véritable plan pour améliorer le climat de travail et faire de notre université un milieu exempt de risques psychosociaux, il m'a d'abord fallu rencontrer la résistance. Elle venait essentiellement, au début du moins, des cadres de l'université qui ne voyaient pas en quoi on pouvait être responsable de ce qui arrive aux employés. La première fois, quand j'ai parlé aux cadres, je voyais dans leurs yeux le désarroi qui me disait « C'est quoi encore cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? On a déjà assez de responsabilités, il ne va pas nous en ajouter une nouvelle. » Le premier défi pour les risques psychosociaux, c'est interne. On confie une nouvelle responsabilité aux gestionnaires, ce qui augmente leur charge de travail sans pour autant améliorer leur efficacité. C'est du moins ce qu'ils pensent. Pour ces résistants, qui représentaient néanmoins une minorité active, les préjugés et les stéréotypes concernant le style de vie des employés et les absences pour raisons psychologiques étaient nombreux. Dans une organisation, j'ai déjà vu des employés qui prenaient une gageure sur la durée du retour d'un employé après une absence prolongée. Dans une autre organisation, j'ai vu le bureau d'un employé qui était disparu à son retour. On avait prêté le bureau à quelqu'un d'autre et il s'est avéré qu'il n'y avait plus de place dans son organisation. J'ai déjà entendu un cadre me dire que, devant l'absence d'un de ses collègues, il dit « Voyons donc, un cadre, ça ne s'absente pas pour des raisons psychologiques, c'est un signe de faiblesse. » En fait, le premier obstacle, c'est de s'attaquer aux préjugés qui existent sur les risques psychosociaux. Puis encore aujourd'hui, en 2025, il y en a beaucoup sur ce qu'on peut dire des collègues qui s'absentent pour des raisons liées aux risques psychosociaux. Voilà pourquoi la meilleure ligne argumentaire que j'ai pu élaborer pour lever ces préjugés puis motiver les gens à s'impliquer dans l'élimination des risques psychosociaux, c'est la recherche. Je me méfie des vendeurs de bonheur. En ce qui concerne les risques psychosociaux, nous sommes confrontés à la complexité des individus et de leur organisation. On peut intervenir sur la tâche, la charge de travail, les récompenses, les gratifications, le milieu et les relations. Ce que nous montrent les risques psychosociaux, c'est que le monde des organisations, c'est un monde de relations, imbriqué entre des personnes. Il y a d'abord les risques, pas les risques, mais
les relations hiérarchiques sont quand même importantes, inhérentes à toute organisation, mais il est également important de prendre en compte les relations latérales entre les membres d'un même groupe de travail, puis entre les différents groupes de travail qui sont souvent, parfois en compétition les uns avec les autres, puis aussi entre les employés et les agents externes, tels que les usagers, les patients, les étudiants, les clients. Il est important de ne pas sous-estimer l'impact des propos de ces agents externes qui ne sont pas toujours gratifiants. Il est donc crucial de placer la prévention des risques psychosociaux au cœur des priorités de l'organisation. Pour y parvenir, on doit mettre en place des mesures telles qu'une politique, la formation, l'amélioration de l'ambiance de travail, la prise en compte sérieuse de tout signe de mal-être ou de malaise. Il est guère étonnant de constater que le milieu de travail est un monde compétitif où la confiance fait défaut. Les gens craignent qu'une quelconque manifestation de malaise soit perçue comme une dénonciation, une évaluation ou encore la stigmatisation d'une faiblesse qui pourrait entraver leur progression dans le milieu. Il faut alors accorder de l'importance au climat de travail. Atteindre cet état de félicité exige de la transparence, des communications fréquentes, des échanges d'informations, des gratifications, du soutien, l'absence d'indifférence au malaise vécu par d'autres, le développement de connaissances, le développement de compétences et l'analyse conjointe des problèmes et des solutions possibles sont à considérer. Ça, ce que je viens de dire, ça découle des recherches scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Chaque entité doit tenir compte des intérêts de l'autre pour parvenir à des résultats satisfaisants pour toutes les parties. La confiance élevée nécessite moins de contrôle et de surveillance, mais elle repose sur une culture de l'écoute, du soutien, de la reconnaissance. Les initiatives sont possibles alors que dans une relation de confiance faible, les salariés subordonnés attendent les ordres des supérieurs. Il a été démontré depuis longtemps que le travail discrétionnaire permet l'exercice du jugement, de l'expertise et de l'autonomie par un salarié engagé, impliqué moralement au but et aux valeurs de l'organisation. La confiance est plus efficace que la coercition pour établir des relations de coopération dans un contexte d'incertitude. En conclusion, la science doit prévaloir sur les préjugés et sur l'idéologie. Pour favoriser le bien-être psychologique, il est essentiel de se concentrer sur la correction de situations problématiques et sur la prévention. Il faut favoriser un environnement de travail positif. Et la valorisation du travail est une composante importante de l'équilibre psychologique. Dans un contexte où les droits de gérance sont dominants, les démarches collaboratives peuvent parfois s'avérer plus ardues. Or, impliquer les employés et les syndicats s'avère efficace. Toutefois, il faut éliminer les situations conflictuelles, les sources de conflits, intervenir sur les relations toxiques, travailler sur la gouvernance et l'organisation du travail et développer une culture de sécurité psychosociale. En définitive, l'amélioration des attitudes et des comportements des individus dans leur rôle respectif au sein d'une organisation est cruciale pour réduire les risques psychosociaux. Il faut que la direction s'engage à accorder une priorité à la santé et à la sécurité du travail sous toutes ses formes et qu'elle fasse la promotion de communications efficaces entre les gestionnaires et les employés et créer un climat de travail exempt de conflits et qu'elle implique les parties prenantes. Il faut faire la promotion de la réduction des risques psychosociaux et voir ça comme un investissement et non comme une dépense. Pour y parvenir, il faut des connaissances, mais aussi une bonne dose de courage managérial. Merci beaucoup.